Bienvenue dans notre premier rendez-vous de Cinéma sans frontières, consacré à un film formidable qu'il faut absolument voir, de préférence sur grand écran, mais sinon sur d'autres écrans, qui s'intitule La zone d'intérêt. C'est un film de Jonathan Glazer, un cinéaste britannique, et c'est l'adaptation d'un roman de Martin Amis, par rapport auquel le réalisateur et les scénaristes ont pris un minimum de distance pour développer un univers spécifique, tout à fait originel, dirais-je même, et spécifique. La zone d'intérêt parle d'Auschwitz, et donc de l'extermination liée à la Shoah, la solution finale dont parlaient les tristes SS, et l'idéologie nazie, et qui a frappé les populations de confession juive, mais aussi les tziganes et d'autres populations encore. Euh, c'est un sujet qui reste d'actualité. C'est un sujet qui ne pourra jamais être périmé, tant l'humanité, au cours de la Seconde Guerre mondiale, à cause de la montée du nazisme, a failli faire basculer l'humanité dans une espèce de tragédie irréversible. La zone d'intérêt, cela signifie un rayon de 40 km, c'était l'expression des SS, qui entourent le camp d'Auschwitz, qui était à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination. Et évidemment, le réalisateur prend le parti de ne pas montrer l'extermination, mais de la suggérer, ou plus exactement, d'en suggérer la présence permanente. Le point de départ, c'est un ensemble géographique, si vous voulez, une jolie maison, petite bourgeoise ou moyenne bourgeoise, comme vous voudrez, qui a même une petite piscine, un jardin avec des plantations, de l'herbe verte, et qui est en fait la maison et la propriété du gardien du camp, Rudolf Hess. Rudolf Hess, pardon. Et ce territoire, un peu, est le territoire de la banalité du mal, à partir du moment où il est considéré comme un paradis idéal euh, pour moyens et petits bourgeois. Ce film renvoie, à mon avis, à cette conception du paradis que déjà avait anticipé Charlie Chaplin, avant de faire, dans les temps modernes, avant de faire un final où les deux vagabonds, Charlie Chaplin et sa compagne, Paulette, incarnée par Paulette Goddard, partent en vagabond sur un chemin face à un horizon qui n'a pas de limite. Ce paradis, entre guillemets, est le paradis d'abord où vit la famille de Rudolf Heuss, le chef du camp, qui est tout occupé à faire du zèle pour améliorer le rendement de la politique d'extermination. Le film nous prend au moment où on est en train de lui présenter les plans de fours multiples, c'est-à-dire que pendant qu'un four est nettoyé, eh bien, automatiquement, d'autres fours prennent le relais, ce qui fait que 24 heures sur 24, cette terrible politique d'extermination des juifs et des gens qui sont envoyés dans les camps et qui n'ont pas une capacité productive, c'est-à-dire des personnes âgées, des enfants, et pour éviter trop de désordre leurs mères, eh bien, cette politique est en cours. Donc c'est un territoire qui a vocation de devenir un territoire, pour reprendre la terrible expression des SS, à devenir un territoire Judenfrei, pardon, en allemand, c'est-à-dire libéré de toute présence juive, puisque cette présence aura été exterminée. Mais en même temps, le film nous montre aussi la vision du monde de la compagne, de la femme, de l'épouse de Rudolf Heuss, incarnée superbement par une Sandra Hüller qui est absolument
terrifiante et qui n'incarne pas seulement la banalité du mal, mais je dirais la part d'inhumanité qu'il y a dans la condition humaine. Donc la condition humaine est porteuse, en quelque sorte. Et cette femme, visiblement une petite bourgeoise parvenue, eh bien, est très à l'aise dans cet univers qui est dans un contexte situé, qui est situé dans un contexte particulier, puisque en permanence on entend des coups de feu, des cris et le bourdonnement de l'activité permanente des fours dans lesquels on brûlait les restes des populations martyrisées par la solution finale. Et cette petite bourgeoise, eh bien, elle est très heureuse parce que elle a, euh, elle a en quelque sorte hérité d'une situation qui fait qu'elle est la petite duchesse ou la petite baronne d'un espace qui lui suffit entièrement à qui suffit entièrement à la rendre heureuse. Et d'une part donc banalité du mal, et d'autre part inhumanité dont l'humain est capable, eh bien c'est un langage qui, une fusion en quelque sorte, une combinaison qui est absolument désespérante. Et Jonathan Glaser choisit de nous montrer cet univers qui suggère en permanence la politique en œuvre d'extermination, mais sans la montrer. Eh bien, Jonathan Glaser montre ainsi un univers où il y a en fait un déni de réalité, c'est-à-dire que le commandant du camp, dans sa vie quotidienne, banale, et son épouse, eh bien, dénient la réalité du contexte dans lequel se situe cette maison qui leur semble paradisiaque pour eux et pour leurs enfants, qui se baignent dans la piscine, qui passent un temps de divertissement, de vacances, tel que pouvait le concevoir le nazisme. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est absolument pétrifiant et ça fait plus que froid dans le dos que de montrer cet univers, en suggérant par touches simplement, discrètes, mais terriblement euh, présent avec obsession en quelque sorte, à travers la vapeur et les nuages des fumées des fours crématoires ou les nuages des trains qui apportent leur chargement de personnes à détruire, à exterminer, et qui repartent à vide pour rapporter d'autres personnes qui seront englouties par cette terrifiante solution finale. Le film est absolument à voir, extraordinaire, et il se situe, du point de vue général, quelque part entre les deux pôles constitués par cette remarquable phrase qui était utilisée par un philosophe suisse juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui parlait du silence, pardon, du bruit des bottes, et pire encore que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Le silence des pantoufles pour montrer ce déni de réalité qui fait que quel que soit le prix à en payer pour obtenir un espace judenfrei, eh bien tout est possible. Euh, et comment l'humain ou certaines franges de l'humanité, ou dans certaines conditions, des gens humains qui sont entièrement obsédés ou englués dans leur vision de parvenus petits bourgeois qui veulent monter en grade, si vous voulez, dans la hiérarchie sociale, eh bien, ils sont très heureux de se confectionner un bout de paradis sur Terre, c'est-à-dire un bout d'enfer en réalité sur Terre, en appliquant avec zèle, application et indifférence la politique d'extermination des nazis. Cela me fait penser à cette déclaration de
du chef des SS, Himmler, qui demandait à tous les SS et à tous ceux qui étaient embrigadés dans la politique d'extermination, dans les camps d'extermination et dans la Shoah, avec l'utilisation désormais, à partir de fin 42, de la chambre à gaz, c'est-à-dire du cyclone B, et qui demandait aux SS d'appliquer une politique en étant premièrement solidaire par un pacte du silence, la fameuse omerta, si vous voulez, et d'autre part d'appliquer les règles et les directives sans avoir aucun état d'âme, c'est-à-dire sans avoir une quelconque ni antipathie haineuse et irrationnelle, si vous voulez, subjective vis-à-vis des martyrs de cette politique d'extermination, ni évidemment une politique d'empathie avec eux, et qu'ils devaient devenir les rouages automates, comme disait le colonel Eichmann lors de son procès en 1961, d'appliquer scrupuleusement les ordres, rien de plus, rien de moins. Il y a une bande-son qui est absolument extraordinaire dans le film. Il y a un travail esthétique, notamment le choix des couleurs, qui sont des couleurs pâles, qui sont absolument extraordinaires. Et chaque fois, des petits indices simplement viennent nous rappeler que tout cela n'est pas gratuit, que tout cela est un rouage d'une politique plus générale d'extermination. C'est une chose qui est évidemment toujours d'actualité. Cette horreur-là doit encore et toujours et toujours et toujours dénoncer. C'est ce que fait avec brio, avec beaucoup de distance, Jonathan Glaser à travers un film qui est absolument saisissant, à voir absolument. Je voudrais juste rajouter une chose. Je disais que c'est une thématique et une question qui est d'actualité. Permettez aux libres penseurs et agnostiques que je suis, c'est probablement un défaut, mais c'est un défaut que je partage avec moi-même, de ne pas croire aux explications religieuses de l'histoire, mais je crois que si l'histoire a choisi une population pour être particulièrement responsable, c'est bien la population de ceux qui sont les arrière-petits-enfants ou les petits-enfants des victimes de la Shoah, parce que, évidemment, la seule chose qui importe, c'est que plus jamais ne se répète, même en forme atténuée, et en forme d'indifférence surtout, d'indifférence et de déni de réalité, cette tragédie absolue. Et l'humanité a montré historiquement qu'elle était capable de basculer de façon irréversible dans l'horrible, dans l'inhumain. Eh bien, il faut toujours et encore maintenir bien haut le flambeau de la défense de l'humanité, toujours et partout. Merci. Au revoir.